Nous sommes en janvier 2023 et avant même le début du procès d'Alec Murdaugh, il y a déjà un énorme problème. Et ce problème, c'est quoi? Eh bien, ça fait des années que les histoires multiples de la famille Murdaugh, c'est devenu un petit peu une saga dans la presse américaine, et donc aux yeux de la majorité des Américains, avant même le début de son procès, Alec Murdaugh, il est déjà coupable. Sauf que pour garantir à un accusé un procès juste, il faut absolument avoir un juré composé de gens qui sont capables de juger en fonction des faits et non pas en fonction de leur opinion. Et là, du coup, pour composer un juré, eh bien, c'est la merde, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il va falloir sélectionner 900 personnes environ pour arriver à trouver 12 jurés et 6 jurés suppléants. Malgré tout, le tribunal va finir par avoir un jury et le procès va pouvoir commencer le 25 janvier 2023. C'est un énorme procès qui commence, il va durer 6 semaines, d'habitude on est plutôt autour de 10-15 jours, il y a plus de 70 témoins, donc je vais vous en faire dans ces vidéos un énorme résumé, parce que je ne pourrai pas évidemment rentrer dans tous les détails, sinon je peux ouvrir une chaîne YouTube dédiée juste à ce procès, donc voilà, je vais vous faire un résumé de ce qui a été dit aujourd'hui par l'accusation et demain par la défense. Évidemment, avant de regarder cette vidéo, je vous conseille vivement d'avoir vu toutes les autres vidéos sur le procès d'Alec Murdaugh. Je vous les mets dans la playlist juste là. Et dans un monde idéal, d'avoir vu également cette autre vidéo sur le déroulement d'un procès, parce qu'il y a des termes que je ne vais pas réexpliquer. On va donc se lancer dans ce procès. Alec Murdaugh est inculpé pour les meurtres de sa femme Maggie et de son fils Paul, qui sont survenus le 7 juin 2021. Et même si l'accusation a demandé une peine de prison à vie sans possibilité de sortir, c'est pas l'accusation qui choisit la peine, c'est soit le juge, soit les jurés, et donc techniquement, Alec Murdaugh risque la peine de mort. Entrez, prenez place sur le banc des jurés et préparez-vous à juger. Oui, j'ai désormais un petit marteau, j'en profite pour remercier mon ami Julien pour ce merveilleux cadeau de Noël. Depuis que je l'ai, j'ai envie de juger absolument tout le monde. Coupable, coupable, coupable. Bref, c'est parti, on y va. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Comme souvent, c'est l'accusation qui a ici le burden of proof, c'est donc l'accusation qui va commencer par exposer sa thèse. Je vous parlais un petit peu hier des différents mobiles possibles qu'il y avait pour expliquer pourquoi est-ce qu'Alec Murdaugh aurait tué sa femme et son fils, et je vous disais que l'accusation avait choisi un mobile hyper chelou, et ce mobile, le voici. Selon l'accusation, Alec Murdaugh savait que toutes ces histoires de détournement allaient pas tarder à sortir, et il a tué sa femme et son fils pour avoir un petit peu de compassion et gagner du temps. Je sais pas ce que vous pensez de ce mobile, moi je trouve qu'il tient pas du tout la route, et c'est le cas de la plupart des gens quand ils ont sorti ce mobile-là, tout le monde était en mode « mais quoi? Qui fait ça ?» Même en admettant que le mec est vraiment taré, on se rappelle qu'Alec Murdaugh, il a dû démissionner moins de 2 mois après les meurtres de sa femme et de son fils, donc ça paraît quand même un petit peu délirant de se dire que quelqu'un est prêt à tuer sa femme et un de ses enfants pour gratter 2 mois. Donc pourquoi est-ce que l'accusation a choisi ce mobile-là plutôt qu'un autre? Parce que ce mobile, eh bien, il va leur permettre de relier l'affaire des détournements à l'affaire des meurtres. Faut bien comprendre que les détournements de fonds d'Alec Murdaugh, c'est une affaire complètement à part, c'est complètement différent, c'est un autre procès, et donc eh bien, si l'accusation avait choisi un mobile type, j'en sais rien, sa femme voulait le quitter, par exemple, il y a de grandes chances pour qu'il n'ait pas eu le droit de parler des détournements de fonds d'Alec Murdaugh. Et en choisissant ce mobile, c'est hyper malin parce que du coup, ils vont pouvoir avoir énormément de témoins qui vont venir parler des mensonges multiples d'Alec Murdaugh. Et comme ils n'ont pas tellement de preuves matérielles, franchement, c'est hyper malin de la part des procureurs d'être partis là-dessus. Bon, il n'y a pas tout à fait que les détournements de fonds dans le mobile de l'accusation, mais c'est vraiment leur mobile principal, même si vous allez voir, ils vont aussi parler justement de la drogue, ils vont aussi parler de l'incident du bateau, et puis ils vont se servir des données téléphoniques et de témoignages pour dresser une histoire. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça pour que vous compreniez un petit peu
quelle est l'idée générale qui a été défendue ici par l'accusation. Je vous expliquais dans la vidéo d'hier que les détournements de fonds d'Alec Murdaugh, ça va surtout sortir à partir du mois de septembre, donc 2021, donc juste après les meurtres de sa femme et de son fils. Mais pendant le procès, l'accusation va faire témoigner une femme qui est la directrice financière du cabinet PMPED et qui s'appelle Jane Seckinger. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, Jane Seckinger? Eh bien que les détournements de fonds, ça date pas du tout du mois de septembre. Elle a confronté Alec Murdaugh au sujet de fonds manquants. Quel jour, à votre avis? Le 7 juin 2021. Alec Murdaugh l'avait dit dans sa déposition à la police, le 7 juin, avant de rejoindre sa femme et son fils à Moselle, il est allé bosser dans son cabinet et c'est à ce moment-là que sa directrice financière aurait commencé à le confronter, à lui poser des questions sur des sommes manquantes, même si à ce moment-là, on parle d'à peu près 700 000 $, donc on est très 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 loin des millions que Alec Murdaugh a réellement détournés, mais il y a quelque chose d'un peu étrange dans les comptes et elle vient lui poser des questions. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Alec Murdaugh, dans son cabinet, il bossait avec un de ses frères et le fait de parler des détournements, eh bien, ça va permettre d'avoir son frère qui vient de témoigner et c'est un témoignage qui est hyper touchant et hyper impactant, je trouve, parce qu'on a son frère qui se met à pleurer en disant « Je l'aime et je l'aimerai toujours ». Mais je réalise que je ne savais pas qui il était. Et globalement, dans ses associés, on va avoir beaucoup ce témoignage-là. Beaucoup de gens vont venir, grâce au lien que l'accusation a créé avec les détournements, pour expliquer qu'en fait, ils connaissaient pas Alec Murdaugh. Et, mesdames et messieurs, j'ai juré, comment croire quelqu'un dont son propre frère dit qu'il ne le connaissait pas? On va apprendre aussi au cours de ce procès qu'en réalité les détournements d'Alec Murdaugh, ils datent pas du tout d'hier, ça fait au moins 10 ans qu'il détourne de l'argent, alors soit il vole, soit il emprunte à la banque, soit il demandait régulièrement à son père de lui faire des avances. En tout cas, Alec Murdaugh, ça fait une dizaine d'années minimum qu'il est un peu dans la merde financièrement et qu'il est tout le temps en train de soit voler, soit emprunter, et quand il y a quelqu'un qui vient réclamer son argent, il vole ou il emprunte à quelqu'un d'autre pour rendre. Et ça, l'accusation va nous dire, mais vous imaginez le stress, 10 ans comme ça, c'est un stress phénoménal pour Alec Murdaugh, et la pression commence à monter petit à petit, au fur et à mesure que les années passent, et là, eh bien on est en 2021, tout s'apprête à être révélé, il s'apprête à tout perdre. Imaginez le niveau de stress que devait ressentir Alec Murdaugh. Et comme je vous le disais, en plus de ce niveau de stress très important, on va avoir tous ces témoins qui viennent nous expliquer que Alec Murdaugh est un menteur, est un manipulateur, tellement bon que personne ne l'avait repéré. Un autre point que va soulever l'accusation, c'est celui de la drogue. Alors il est un petit peu plus court, donc je le passe assez rapidement. Mais d'après la sœur de Maggie qui est venue témoigner, Paul avait un sens des détails qui était hyper précis, hyper développé, à tel point que sa mère Maggie l'appelait The Little Detective, donc le petit détective. Et on sait que Paul a envoyé un texto à son père en mai, donc quelques semaines avant les meurtres, en lui disant « Maman a retrouvé des sachets de pills, donc de drogue, des petits cachets de drogue qu'il prenait, cachés, il va falloir qu'on parle. » Et donc, est-ce que peut-être, c'est une question que va soulever l'accusation, ça serait venu se rajouter à ces détournements, est-ce que possiblement Maggie et Paul lui mettaient la pression par rapport à la drogue, contrairement à Buster qui lui vivait plus du tout avec ses parents, il faisait sa vie, etc. Et ça expliquerait pourquoi Alec Murdaugh s'en serait pris à Maggie et Paul et pas à Buster, puisque il aurait visé les deux personnes qui lui foutaient la pression pour qu'il arrête de se droguer. En parallèle de tout ça, vous le savez, il y a l'histoire de l'accident du bateau pour lequel Paul est en attente de procès. Mais avant que le procès arrive, on peut tout à fait tenter, entre l'accusation et la défense, de trouver un arrangement, de se mettre d'accord sur quelque chose. Et l'avocat de la famille de Mallory Beach va avoir des discussions régulières avec Alec Murdaugh, et comme la famille Murdaugh, en tout cas de l'extérieur, ils ont un train de vie, je rappelle qu'ils ont 3 maisons, un bateau, enfin bon bref, c'est la grande vie, ils ont des bulldozers aussi apparemment, pourquoi pas, vraiment ils donnent l'impression de l'extérieur d'être richissimes. Donc l'avocat de la famille de Mallory Beach va dire à Alec Murdaugh à plusieurs reprises, en fait, on va réclamer $10 millions de dédommagement pour le décès de Mallory.
Mais Alec, il est dans la merde parce qu'il a plus, il a rien en fait. Tout ça, c'est une illusion. Il ne survit qu'avec ses vols. Et Alec, il va le dire à l'avocat de la famille de Mallory Beach. Alors, il va pas dire, évidemment, je vole de l'argent pour survivre, mais il va lui dire, mec, j'ai pas d'argent, je pourrais pas te donner 10 millions. Et l'autre va lui répondre quoi? Bah, prouve-le, parce que ça se voit pas que t'as pas d'argent. Comment faire pour prouver qu'Alec Murdaugh n'a plus d'argent? Bien, il est censé fournir ses livres de compte, ce qu'il va refuser à plusieurs reprises. Et du coup, l'avocat en face va saisir le tribunal et demander une audition spéciale qui devait se tenir le 10 juin, et l'accusation va nous dire, eh bien le 10 juin, qu'allait-il se passer? Le juge allait forcer Alec Murdaugh à fournir ses comptes, et là, eh bien, tout aurait explosé, on aurait vu que ses finances ne tenaient pas la route, et donc ça aussi, ça mettait une énorme pression sur les épaules d'Alec Murdaugh, ça amplifiait le risque que ces détournements soient exposés au grand jour, et en supprimant Paul, voilà, il n'y a plus de procès du bateau, il n'y a plus d'audience spéciale le 10 juin, et on lui demande plus ses comptes, et il est tranquille. Ça, c'était donc pour la partie mobile. Quand on a un suspect de meurtre, en général, on va chercher quel est son mobile, est-ce qu'il avait les moyens de le faire, et est-ce qu'il a eu l'opportunité de le faire. Donc les moyens, c'est les moyens physiques, est-ce qu'il avait les armes nécessaires, et l'opportunité, c'est est-ce qu'il a eu le temps, est-ce qu'il a eu l'occasion de le faire. L'accusation vient de nous présenter la partie dédiée au mobile, et qu'en est-il maintenant des moyens? Maggie Murdaugh, elle a été tuée avec une carabine, on connaît le modèle, et ce modèle précisément, la famille Murdaugh en a acheté 3 au cours des années précédentes. Ils vont d'abord en acheter 2 en décembre 2016, et puis il y en a un des deux qui va disparaître à peu près autour d'Halloween 2017, donc un peu moins d'un an après, et ils vont remplacer cette carabine, ils vont acheter le même modèle en avril 2018. Sur les 3 carabines achetées par la famille Murdaugh, Alec Murdaugh ne peut en fournir qu'un seul. Il y en a un dont il nous dit qu'elle a disparu à Halloween 2017, et l'autre, elle aurait disparu en hiver 2020. Mais là, il y a un petit souci. Il y a un ami de Paul, qui s'appelle Will Loving, qui est venu témoigner, et il s'entraînait très souvent à tirer avec Paul, ils allaient chasser ensemble, et lui, il est formel. Il s'est entraîné avec cette carabine, avec Paul, en avril 2021. Donc elle peut pas avoir disparu en hiver 2020. Mais jusque-là, c'est la parole de l'ami de Paul contre la parole d'Alec. Sauf que la police est allée là où Will dit qu'il s'était entraîné à tirer avec Paul, ils ont retrouvé des douilles de cette carabine, ils les ont comparées aux douilles qui ont été utilisées pour tuer Maggie Murdaugh, et d'après les experts de l'accusation, ce sont les mêmes douilles, et c'est la même arme. Quant au fusil avec lequel Paul a été tué, ça peut être plusieurs modèles. Ces modèles, la famille Murdaugh les possède tous, il y en a qui ont disparu. Ça paraît un petit peu trop gros, nous dit l'accusation, quand même. C'est vrai que c'est un peu bizarre de se dire qu'ils ont été tous les deux tués avec des armes que la famille possédait, qui comme par hasard ont disparu. Alec est incapable de dire où sont ses armes, Buster aussi est incapable de dire où sont ses armes. Ça paraît un petit peu gros que ce soit quelqu'un d'autre qu'Alec Murdaugh, puisque très clairement, il avait totalement accès aux armes qui ont tué sa femme et son fils. Grâce aux données téléphoniques, l'accusation a pu retracer un petit peu les déplacements d'Alec, Maggie et de Paul le soir du 7 juin 2021, et voici à peu près ce qui s'est passé. On sait qu'Alec Murdaugh arrive à Moselle à 18h42, et Paul le rejoint à peu près à 19h04. Ensuite, pendant environ 30 minutes, les téléphones de Paul et d'Alec vont se déplacer à peu près en même temps et aux mêmes endroits, ce qui est cohérent avec ce qu'avait dit Alec Murdaugh à la police. Vous savez, il avait dit qu'il avait fait des petits travaux sur la propriété avec son fils. C'est ce qui semble être effectivement le cas. Et puis vous vous rappelez peut-être qu'hier, je vous avais dit que la police avait 2 vidéos qui prouvaient qu'Alec Murdaugh avait menti, et c'est là qu'on a la première vidéo qui arrive. À 19h49, Paul fait une vidéo Snapchat que voici. Bon, vous allez me dire qu'est-ce que ça prouve cette vidéo? Eh bien, ça prouve qu'Alec Murdaugh s'est changé puisqu'il n'est pas habillé de la même manière que quand il a appelé la police. Pourquoi s'est-il changé? Bon, ensuite, il se sépare parce qu'il y a une autre petite maison sur la propriété, donc Paul se rend dans cette autre petite maison qui est vers le chenil, et puis il rejoint son père dans la maison principale à Moselle,
vers 20h08, 20h09. 20h09, c'est le moment où Alec Murdaugh arrête d'utiliser son téléphone. Il ne va plus toucher son téléphone jusqu'à 21h02. Vous vous souvenez qu'il a dit dans sa déclaration qu'à ce moment-là, ils avaient dîné ensemble, lui, Paul et Maggie, et qu'il avait ensuite fait une petite sieste. Et c'est pour ça qu'il n'a pas touché son téléphone. On sait ensuite qu'à 20h17, Maggie arrive à Moselle. Pendant tout ce temps-là, Paul, il échange des messages avec ses potes, il envoie des messages sur Snapchat, etc. Alors qu'il a plus tellement de batterie, mais il continue à écrire à ses potes. Et c'est un truc sur lequel l'accusation va pas mal insister en disant il était constamment sur son téléphone, il envoyait des textos tout le temps. Et vous allez comprendre dans très peu de temps pourquoi c'est important. Vers 20h30, Paul et Maggie se mettent en route et avancent à pied vers le chenil où ils arrivent à 20h38. Dans ce chenil, il y a pas mal de chiens et il y a des chiens qui appartiennent aux Murdaugh, mais à ce moment-là, il y a un chien en particulier qui n'est pas le leur, qu'appartient à un ami de Paul. Cet ami s'appelle Rogan et son chien s'appelle Cash. Et en arrivant au chenil, Paul remarque qu'il y a un truc un peu étrange avec la queue du chien. Et du coup, il appelle Rogan pour lui dire il y a un truc, je sais pas trop, mais peut-être un peu bizarre avec ton chien. Et ils ont une conversation qui démarre à 20h40 environ. Et Rogan est assez inquiet, il comprend pas très bien ce que lui décrit Paul. Et il va lui dire écoute, essaye de faire un FaceTime. Si ça marche pas parce que ça capte pas très bien au niveau du chenil, fais une vidéo et envoie-moi cette vidéo, comme ça je saurai si je dois appeler un veto ou pas. À 20h44, Paul fait une tentative de FaceTime qui dure que quelques secondes et qui semble échouer, à la suite de quoi il va enregistrer une vidéo. C'est une vidéo qui va être très importante et qui va probablement tout changer dans le procès. Ce qu'il faut savoir, c'est que le téléphone de Paul n'avait plus de batterie en fait quand la police est arrivée, donc il s'est éteint. Et comme il n'avait pas son mot de passe, quand ils l'ont rallumé, ils n'ont pas réussi à le débloquer et il a fallu attendre avril 2022. C'est hallucinant à quel point c'est long, presque un an, pour arriver à accéder au téléphone de Paul et retrouver cette vidéo. Et cette vidéo, c'est celle-là. Get back! Get back! Quit, Cash. Come on. Quit. That's okay. Come here. It's not that bad. Come here, Cash. Shit. Come here. Post it. Cash. Hey, he's got a bird in his mouth. Bubba. Hey, Bubba. It's a guinea. This is a chicken. Come here, Bubba. Come here, Cash. Come here, Bubba. Cash. Quit. On entend clairement 3 personnes qui parlent sur cette vidéo. Il y a Paul, normal. Il y a une voix de femme, a priori c'est Maggie. Mais il y a une autre voix d'homme aussi, et cette voix d'homme, elle ressemble quand même sacrément à la voix d'Alec Murdaugh, non ? Et c'est vrai qu'Alec Murdaugh, il a une voix qui est extrêmement reconnaissable, qui est très particulière, et plusieurs témoins vont venir à la barre et dire « Oui, je suis formel, c'est Alec Murdaugh, je reconnais la voix d'Alec Murdaugh. » Que dit Alec Murdaugh là-dessus ? C'est pas lui. Non, c'est pas sa voix. Je vous remets un extrait de la voix d'Alec Murdaugh dans l'appel du 911, et puis je vous remets la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, à votre avis, est-ce que c'est Alec Murdaugh qui parle dans cette vidéo ? Not particularly, really, no ma'am. I'd already touched them trying to get to see if they were breathing. Bubba. Come here, Bubba. À 20h48, c'est la dernière fois que le téléphone de Paul va être déverrouillé. Pourtant, Paul, il était en pleine conversation avec ses amis, il était en train d'échanger avec plusieurs personnes à ce moment-là, et puis surtout, il était en train d'échanger avec Rogan. Rogan qui est en panique parce qu'il se demande s'il doit pas appeler un vétérinaire en urgence pour venir voir son chien. Et Rogan attend sa vidéo qui ne vient pas. À 20h49, Rogan renvoie un texto à Paul, texto qui ne sera pas lu. La notification suivante, elle arrive sur le téléphone de Paul à 20h58, c'est à nouveau Rogan qui le relance, et à nouveau, Paul ne prend pas son téléphone, en tout cas il n'est pas déverrouillé, il n'y a même pas de tentative de déverrouiller le téléphone, et il ne voit pas ce message, il ne le lit pas. C'est hyper bizarre pour un jeune qui, je vous le disais plus tôt, est constamment en train d'envoyer des textos ou des snaps à ses potes
Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il arrête de répondre à son ami qui en plus attend une réponse qui est hyper importante pour lui? Et puis, si on considère que c'est bien Alec Murdaugh et l'accusation croit fermement que c'est Alec Murdaugh qui parle dans cette vidéo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Alec Murdaugh était présent au moment des meurtres ou juste avant. Et en fait, le truc le plus cohérent, le plus logique, c'est qu'Alec Murdaugh, à ce moment-là, ait tué sa femme et son fils, ce qui explique pourquoi Paul n'a pas répondu à Rogan et n'a même pas lu son message. À 20h49 et 26 secondes précisément, Maggie Murdaugh lit un texto sur son téléphone, et à 20h49 et 31 secondes, son téléphone se verrouille et ne sera plus déverrouillé jusqu'à ce qu'il soit retrouvé le lendemain le bord de la route. Puisque les deux téléphones arrêtent leur activité à partir de 20h49, pour l'accusation et pour la police, c'est très clair, c'est le moment des meurtres. Et puisque, comme je vous le disais, pour eux, c'est bien la voix d'Alec Murdaugh qu'on entend sur la vidéo qui a été prise à 20h44, qui dure 50 secondes, donc qui se termine vers 20h45, quel est le pourcentage de chance pour que ce soit pas Alec Murdaugh le meurtrier, si il est présent 4 minutes avant les meurtres? Qu'est-ce qui s'est passé selon l'accusation? Eh bien, Alec Murdaugh avait prévu son plan. C'est un très bon avocat, c'est un avocat depuis très longtemps qui a plaidé en criminel, et il avait tout imaginé, il avait tout prévu. Il y avait déjà les armes sur place, il est descendu sans son téléphone, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'activité sur son téléphone. Il a pris une arme, il s'est agenouillé plus ou moins pour tirer sur son fils Paul, pour donner l'impression en fait que l'angle des tirs était fait par quelqu'un de plus petit que lui, et Maggie, entendant ses coups, se serait précipitée vers l'endroit où se trouvait son fils. Alec, qui était à ce moment-là plus ou moins agenouillé, aurait changé d'arme, aurait tiré dans sa direction, ce qui explique que les premières balles qu'a reçues Maggie sont au niveau de l'abdomen et des jambes, et puis eh bien, il se serait relevé pour aller continuer à lui tirer dessus. Voilà la thèse de l'accusation. D'après l'accusation, Alec Murdaugh à ce moment-là remonte vers la maison, il va se doucher, se changer, il reprend son téléphone et son téléphone enregistre pas mal de pas, donc pour l'accusation c'est très clair, c'est Alec Murdaugh qui marche comme ça parce qu'il est en stress, parce qu'il vient d'assassiner sa femme et son fils et qui réfléchit à son alibi et comment construire son alibi et ce qu'il doit faire et ce qu'il doit dire à partir de maintenant. Et dans la foulée, il va appeler une première fois le téléphone de Maggie, officiellement pour la prévenir qu'il part voir sa mère. Il essaye de la rappeler une seconde fois, puis il envoie un texto pour la prévenir qu'il y va. Et vous vous rappelez peut-être que je vous disais hier que Moselle, il y a 2 entrées. L'entrée principale, donc qui part de la maison qui est tout droite, ou une entrée qui passe devant les chenils. Et l'accusation va dire, mais pourquoi il n'est pas passé devant les chenils? S'il était si inquiet, s'il avait si besoin que ça, de prévenir sa femme, pourquoi il n'est pas sorti en voiture par l'entrée qui passe devant le chenil? Il baissait la fenêtre et puis il leur disait, voilà, je m'en vais. Et peut-être que d'ailleurs que Paul aurait voulu venir pour voir sa grand-mère. Peut-être que Maggie aurait voulu venir pour voir sa belle-mère. Pourquoi il part par l'entrée principale? Ensuite, il y a plusieurs autres éléments extrêmement bizarres. Le premier, c'est que toutes les données téléphoniques ont été récupérées et on s'aperçoit qu'il y a une grosse partie des SMS envoyés par Alec Murdaugh ce jour-là et des appels qu'il a passés qui ont été effacés depuis son téléphone. Donc ils ont été retrouvés, parce que c'est pas parce qu'on efface un SMS sur son téléphone que il disparaît sur le téléphone de l'autre ou dans les données téléphoniques. Mais dans son journal d'appel, il manque plein de trucs. Alors pas que pour Maggie et Paul, il a aussi des appels pour son frère qui ont disparu. Pourquoi il a fait ça? C'est un petit peu étonnant. Autre élément étrange, Maggie Murdaugh ne devait pas être à Moselle ce soir-là. Le 7 juin, elle était dans leur maison de plage à Edisto, et c'est Alec qui l'a appelée dans l'après-midi pour lui demander de venir à Moselle. Pourquoi est-ce qu'Alec lui demande ça? Parce que son père, à lui, vient d'être hospitalisé, et du coup, il lui demande d'être là, il a besoin de son soutien, il veut être avec sa femme ce soir-là. Suite à l'appel de son mari, Maggie Murdaugh va envoyer un message à Blanca, qui est leur nouvelle femme de ménage, qui a remplacé Gloria Satterfield, en lui disant « Alec veut que j'aille à Moselle ce soir, je l'ai trouvé un petit peu bizarre, j'ai l'impression qu'il prépare un truc un peu étrange. » Étonnant. Et ça va être appuyé par la sœur de Maggie, qui l'a eu au téléphone ce jour-là, et qui va dire... Elle voulait pas trop y aller, elle était pas sûre de
vouloir passer la soirée là-bas, et je m'en veux beaucoup parce que j'ai insisté, je lui ai dit mais si, va passer la soirée avec lui, c'est important, etc. Donc, d'après ces témoignages-là, Maggie n'avait pas envie, déjà n'avait pas l'intention, mais en plus n'avait pas spécialement envie d'être à Moselle ce soir-là, et c'est parce qu'Alec a insisté qu'elle s'y est rendue. D'autres trucs un petit peu suspects, c'est que Alec, quand il part en voiture chez ses parents le soir du 7 juin, il roule relativement doucement jusqu'au point où on a retrouvé le téléphone de Maggie, et d'un coup après il accélère. Donc l'accusation va nous dire, en fait c'est évident, il est dans sa voiture, il baisse la fenêtre, et balance le téléphone, et quand c'est fait, il peut rouler normalement, et c'est pour ça qu'il ralentit à cet endroit-là. Ensuite Alec se rend donc chez ses parents, où il n'y a que sa maman qui est donc Alzheimer, et il va se passer à peu près 6 minutes entre le moment où la voiture, qui est une automatique, donc se met en mode parking, et le moment où Shelly Smith, qui est la garde-malade de la mère d'Alec, va ouvrir la porte. Que fait Alec Murdaugh pendant ces 6 minutes ? Eh bien, l'accusation pense qu'il s'en est servi pour cacher les armes, qu'il est parti avec les armes en fait chez ses parents, et qu'il les a cachées quelque part, même si elles n'ont pas été retrouvées. Et puis vous le savez, sa maman est endormie, il reste devant la télé avec Shelly Smith, et puis il s'en va. En tout et pour tout, Alec Murdaugh est resté à peu près 20 minutes et il repart. Sauf que Shelly Smith, elle va témoigner, et elle va dire qu'après coup, Alec Murdaugh serait venu la voir, et aurait un peu insisté en mode « On est d'accord, je suis restée bien 30-40 minutes quand même. C'est ça que tu vas dire à la police, pas vrai ?» Je vous le disais hier, on sait que quand Alec repart de chez ses parents, il y a un moment où il s'arrête 1 minute avant de sortir de la propriété. Lui va dire que son téléphone était tombé par terre en fait, il essayait d'envoyer un texto ou d'appeler quelqu'un, et que simplement il s'est arrêté pour retrouver son téléphone. Mais là encore, la police va dire, et l'accusation vont dire, est-ce que peut-être il s'en est resservi pour mieux cacher les armes ? Sur le trajet du retour, Alec Murdaugh va appeler la terre entière, il va appeler un de ses associés, il va appeler son fils Buster, il va tenter d'appeler plein de gens, certains vont répondre, d'autres non, et pour l'accusation, c'est parce qu'il est en train de construire son alibi. En fait, c'est une façon de dire « Ah mais attendez, l'heure des meurtres c'était à telle heure, mais moi j'ai plein de témoins qui m'ont eu au téléphone et qui pourront vous dire que ce n'est pas moi. » Grâce aux données téléphoniques, on sait qu'il se passe très précisément 19 secondes entre le moment où Alec Murdaugh arrive au chenil et le moment où il appelle le 911. 19 secondes, c'est quand même super court pour quelqu'un qui arrive, voit 2 corps, a pas le temps de réaliser vraiment ce qui se passe, doit comprendre qu'il s'agit de sa femme et de son fils, tente de savoir s'ils sont encore en vie, doit réaliser ce qui se passe, dépasser un choc avant de pouvoir retrouver l'usage de son cerveau et passer un coup de fil au 911. C'est très très court ça quand même, non ? 19 secondes. Pour l'accusation, c'est très simple. Pourquoi est-ce qu'Alec Murdaugh met aussi peu de temps à appeler le 911 ? Parce qu'il savait exactement ce qu'il allait trouver comme scène de crime. Le téléphone de Paul, ensuite, il va y avoir dessus une tentative de le déverrouiller qui va échouer. Vous savez, comme si c'était pas le bon visage. Et Alec Murdaugh va dire, bah oui, effectivement, ça c'est moi, c'est quand j'ai vu son corps, je l'ai retourné, son téléphone est sorti de sa poche, je l'ai récupéré, c'est là que ça a fait le truc de tenter de se déverrouiller, et je l'ai remis dans sa poche immédiatement. Mais l'accusation a une autre théorie. L'accusation pense qu'Alec Murdaugh a regardé le téléphone et qu'il a vu tous les messages de Rogan. Et qu'il a commencé à paniquer en se disant « Attends, mais il était en train d'écrire à Rogan, si ça se trouve, il l'a appelé à un moment donné, j'ai pas vu. » Et que du coup, d'un coup, Alec Murdaugh se dit « Merde, mon plan super, il va peut-être foirer à cause de Rogan. » Et qu'est-ce qui fait que la police et l'accusation vont penser ça ? C'est le fait que très 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 vite, après avoir raccroché, vous vous souvenez à la fin de l'appel du 911, Alec Murdaugh dit « Je dois appeler des amis, ma famille, etc. » Et il va appeler Rogan. C'est une des premières personnes qu'il appelle. Rogan, c'est un ami de son fils, bon, qui n'habite pas très loin, mais pourquoi il l'appelle ? Et il l'appelle à répétition, et Rogan ne répond pas, et il recommence. Et bon, il va de temps en temps faire des pauses, il va appeler son frère, et puis il va rappeler Rogan, etc. Pourquoi il fait ça ? Alec Murdaugh va dire « Mais Rogan, c'est comme mon fils, quoi, c'est quelqu'un de la famille, j'avais besoin d'un soutien hyper important à ce moment-là,
Et Rogan, il habite limite au bout de la rue, donc je me disais que si j'arrivais à le joindre, j'aurais au moins quelqu'un qui serait là très très vite et qui pourrait me soutenir. Peut-être que c'est vrai, peut-être pas. En tout cas, pour l'accusation, Alec Murdaugh essayait de joindre Rogan pour pouvoir le questionner et savoir s'il avait pu l'entendre à un moment donné, s'il pouvait le placer sur la scène de crime. Autre élément extrêmement étrange, Shelly Smith raconte qu'Alec Murdaugh se serait pointé chez ses parents le 16 juin à 6h30 du matin, avec sous le bras une bâche bleue. Et elle dit que donc il frappe, elle lui ouvre la porte, il rentre dans la maison, il se balade un peu, puis finalement il s'en va et elle s'aperçoit que cette espèce de bâche est posée sur un meuble. Et puis finalement, ce sera pas une bâche, mais plutôt un imperméable. Et quand elle va dire ça à la police va aller le récupérer, cet imperméable, ils vont le tester et, eh bien, il y a des traces de poudre dessus. D'ailleurs, un autre endroit où il y a des traces de poudre, c'est sur la ceinture de sécurité de la voiture d'Alec Murdaugh. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des traces de poudre sur ce fameux imperméable selon l'accusation ? Eh bien, tout simplement parce qu'Alec Murdaugh, selon eux, s'en serait servi pour transporter la carabine et le fusil. Il les aurait enroulés dedans, et comme les armes venaient de tirer des coups de feu, eh bien, il y aurait eu un dépôt de poudre sur l'impair. Voilà donc pour l'accusation. On a un Alec Murdaugh qui est très drogué, qui est sous stress depuis plus de 10 ans, dont la vie s'apprête à basculer à cause des détournements de fonds et de l'accident du bateau, et qui a tout intérêt à trouver une façon de sortir de ce merdier très très vite, et la façon qu'il a trouvée, c'est celle-là, tuer sa femme et son fils. Il avait des raisons de le faire, il avait les moyens de le faire, et il avait l'opportunité de le faire. Et d'ailleurs, quand il a dû démissionner, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, dès le lendemain, il s'est arrangé pour qu'on lui tire dessus. Vous vous rappelez l'histoire avec Curtis et Edward Smith, ce qui prouve bien que chaque fois qu'il a un problème, Alec Murdaugh se place en victime, et c'est son modus operandi. This defendant, on the other hand, has fooled everyone who thought they were close to him, everyone who thought they knew he was who he was. He's fooled them all. And he fooled Maggie and Paul too. And they paid for it with their lives. Don't let him fool you too. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse de l'accusation ? Dites-moi ça dans les commentaires, et vous allez voir qu'au moment de la défense, on va avoir un moment particulier qui, je pense, va rester dans les annales. Quand je dis les annales, c'est pas... vous m'avez compris, hein ? Qui va rester dans les annales, je pense donc, et dont je serais pas étonnée que ce soit étudié par des étudiants en droit à l'avenir. Mais tout ça donc, je vous le raconte dans la vidéo de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci pour vos abonnements, vos commentaires et vos likes, et à demain. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.